Avez-vous déjà ressenti ce vide qui vous étreint dès le réveil, comme si le monde entier avançait sans vous? Cette solitude qui persiste même lorsque vous êtes entouré? Je vous comprends parfaitement. Pour une mère comme vous, les journées peuvent sembler interminables, oscillant entre les responsabilités familiales et ce sentiment d'isolement qui ne vous quitte jamais vraiment. Mais si je vous disais qu'un simple rituel de 10 minutes chaque matin pourrait transformer radicalement votre relation avec la solitude, ce n'est pas une promesse en l'air, mais une méthode que j'ai vue transformer la vie de centaines de personnes, y compris la mienne. La solitude n'est pas une fatalité, mais plutôt un état d'esprit que nous pouvons apprendre à apprivoiser et même à transcender. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce rituel qui a changé la vie de Mathilde, une jeune mère parisienne qui pensait que la solitude serait sa compagne éternelle. Son histoire pourrait bien devenir la vôtre. Avant de commencer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez et si vous ressentez parfois cette solitude dont nous allons parler. Abonnez-vous également à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos conseils qui transforment des vies ordinaires en existences extraordinaires. Et maintenant, plongeons ensemble dans ce rituel de 10 minutes qui pourrait changer votre vie pour toujours. Le soleil commençait à peine à caresser les toits de Montmartre lorsque Mathilde ouvrit les yeux ce matin-là. Comme chaque jour depuis le départ de Thomas, son appartement semblait trop grand, trop silencieux. 5 ans de vie commune effacés en un week-end, laissant derrière eux le silence assourdissant de l'absence. Son téléphone affichait 6h30, trop tôt pour appeler qui que ce soit, trop tard pour se rendormir. Elle resta allongée, écoutant les bruits de Paris qui s'éveillaient doucement. La boulangerie en bas de chez elle ouvrait ses portes, le parfum du pain frais montait jusqu'à sa fenêtre entr'ouverte. Combien de fois avait-elle partagé un croissant avec Thomas sur leur petit balcon? Ses souvenirs la hantaient, transformant chaque recoin de son quotidien en rappel douloureux de sa solitude. La solitude, cette compagne fidèle que nous cherchons tous à fuir. Nous la craignons comme si elle était notre ennemi juré, alors qu'elle pourrait être notre plus grande alliée. Vous savez, nous vivons dans un monde paradoxal où nous n'avons jamais été aussi connectés et pourtant si profondément seuls. Les réseaux sociaux nous donnent l'illusion d'une proximité que nous ne ressentons pas vraiment. Nous scrollons frénétiquement à la recherche d'un sentiment d'appartenance qui nous échappe constamment. Mathilde connaissait bien cette sensation. Ses 1200 amis Facebook ne comblaient en rien le vide laissé par Thomas. Ce matin-là, épuisée par une nuit agitée, elle fit défiler machinalement son fil d'actualité. Entre les photos de vacances de ses collègues et les annonces de fiançailles, un article attira son attention. Faites ce rituel matinal de 10 minutes pour ne plus jamais vous sentir seul. En temps normal, elle aurait passé son chemin, méfiante envers ses promesses de bonheur instantané. Mais ce matin-là, la perspective de 10 minutes d'espoir valait bien le risque d'une déception. L'article parlait d'une pratique développée par Claire Fontaine, une psychologue lyonnaise spécialisée dans le traitement de l'isolement social. Selon elle, notre sentiment de solitude ne venait pas tant de l'absence des autres que de notre déconnexion avec nous-mêmes. Nous attendons des autres qu'ils remplissent un vide que nous seuls pouvons combler, expliquait-elle. Cette idée résonna profondément en Mathilde. N'avait-elle pas placé tout son bonheur entre les mains de Thomas? N'avait-elle pas oublié qui elle était avant de devenir la compagne d'eux? Curieuse et désespérée à parts égales, elle décida d'essayer ce fameux rituel dès le lendemain matin. Que risquait-elle après tout? 10 minutes, c'était moins que le temps qu'elle passait chaque jour à ruminer sa solitude dans son lit. La première étape du rituel semblait presque trop simple. S'asseoir en silence pendant 3 minutes, respirer profondément et accueillir ses pensées sans jugement. Comme si c'était si facile, murmura Mathilde en programmant son alarme pour le lendemain matin. Cette nuit-là, elle s'endormit avec un mélange de scepticisme et d'espoir ténu, ignorant encore comment ces 10 minutes allaient transformer sa perception de la solitude à jamais. Lorsque le réveil de Mathilde sonna à 6 heures le lendemain matin, elle fut tentée de l'ignorer. La couette chaude et le confort de son lit la retenaient, comme chaque matin. Mais aujourd'hui était différent. Elle avait pris un engagement envers elle-même, aussi fragile soit-il. Elle se leva, ouvrit légèrement les rideaux pour laisser entrer la lumière naissante de l'aube parisienne et s'installa sur le tapis de yoga qu'elle n'avait pas déroulé depuis des mois. La première étape du rituel lui parut interminable. 3 minutes à simplement respirer et observer ses pensées. Son esprit vagabondait sans cesse vers Thomas, vers les factures à payer, vers la réunion stressante qui l'attendait au bureau. « Respire et observe », se répétait-elle comme un mantra, luttant contre l'envie de vérifier son téléphone ou d'abandonner complètement. Ce premier jour,
Ces 3 minutes furent une véritable épreuve. La deuxième étape consistait à écrire 3 choses pour lesquelles elle éprouvait de la gratitude. Son stylo resta suspendu au-dessus de son carnet pendant de longues secondes. Gratitude? Comment ressentir de la gratitude quand on a l'impression que la vie s'est effondrée? Après un moment d'hésitation, elle écrivit finalement « Le café qui m'attend dans la cuisine, le chant des oiseaux sur mon balcon, mes jambes qui me portent chaque jour sans que j'y pense ». Ces 3 éléments semblaient insignifiants, presque ridicules, mais c'était un début. La troisième étape l'invitait à formuler une intention pour la journée, un fil conducteur qui guiderait ses actions et ses décisions. « Aujourd'hui, je choisis de remarquer les petites beautés », écrivit-elle, surprise par ses propres mots. D'où venait cette intention? Elle n'en était pas sûre, mais elle résonnait en elle comme une vérité oubliée. Les dernières minutes du rituel étaient les consacrées à une visualisation positive. S'imaginer traversant la journée avec confiance et sérénité, connecté à soi-même et aux autres. Mathilde ferma les yeux et tenta l'exercice, se visualisant marchant dans les rues de son quartier, remarquant des détails qu'elle ignorait habituellement, échangeant peut-être un sourire avec la boulangère ou un autre habitué du café où elle prenait son petit déjeuner. Quand elle ouvrit les yeux, 10 minutes exactement s'étaient écoulées. Se sentait-elle différente? Pas vraiment. La solitude était toujours là, comme une ombre familière. Mais quelque chose d'infime avait changé. Une graine avait été plantée. Ce premier jour, Mathilde remarqua effectivement quelques petites beautés. La façon dont la lumière traversait les feuilles du platane devant son bureau, le rire spontané d'une enfant dans le métro, la texture parfaite du pain au chocolat qu'elle s'était offert comme petit plaisir. Ces observations ne transformèrent pas miraculeusement sa journée, mais elles créèrent de minuscules parenthèses de présence dans le flot continu de ses pensées anxieuses. Le deuxième jour, le rituel fut un peu moins difficile. Le troisième, elle s'y attela presque avec curiosité. Au bout d'une semaine, ces 10 minutes étaient devenues un ancrage dans sa journée, un moment qu'elle attendait presque. Ce qui changeait progressivement, ce n'était pas tant les circonstances extérieures de sa vie. Elle vivait toujours seule dans le même appartement, travaillait au même endroit, croisait les mêmes personnes, mais plutôt sa façon d'habiter ces circonstances. La solitude était toujours présente, mais elle commençait à la percevoir différemment, non plus comme une absence douloureuse, mais comme un espace de possibilités. Un matin, alors qu'elle en était à son 14e jour de rituel, une révélation la frappa pendant sa méditation. Elle réalisa qu'elle avait passé toute sa relation avec Thomas à craindre de le perdre, à s'accrocher désespérément à lui comme à une bouée de sauvetage dans l'océan de la vie. Cette peur constante l'avait empêchée de profiter pleinement de leur relation, créant une tension que Thomas avait fini par ne plus supporter. Cette prise de conscience fut douloureuse, mais étrangement libératrice. Pour la première fois, elle entrevoyait son rôle dans l'échec de leur relation. Ce jour-là, sa liste de gratitude incluait la capacité de voir mes erreurs, la possibilité de changer, le temps qui guérit toutes les blessures. Et son intention était simplement « Aujourd'hui, je choisis d'être gentil envers moi-même ». Avez-vous remarqué comme nous sommes souvent notre critique le plus sévère? Nous nous parlons d'une manière que nous n'oserions jamais utiliser avec un ami. « Tu es stupide, tu es un échec, personne ne t'aimera jamais ». Ces phrases toxiques, nous les murmurons à notre propre esprit comme si elles étaient des vérités absolues. Mathilde avait passé des semaines à se flageller mentalement pour la fin de sa relation. Si seulement j'avais été plus, si seulement j'avais fait moins. Ces ruminations incessantes n'avaient fait qu'approfondir sa solitude, creusant un fossé entre elle et le reste du monde. Le philosophe romain Sénèque écrivait « On se plaint souvent de la brièveté de la vie, mais ce n'est pas le temps qui nous manque, c'est nous qui lui manquons ». Cette réflexion résonnait particulièrement avec la situation de Mathilde. Elle avait passé tant de temps à regretter le passé ou à craindre l'avenir qu'elle avait oublié de vivre le présent. Son rituel matinal l'ancrait progressivement dans ce présent si souvent négligé. Au fil des jours, elle commença à modifier légèrement son rituel pour l'adapter à ses besoins. Certains matins, elle prolongeait la méditation initiale. D'autres fois, elle passait plus de temps sur sa liste de gratitude, allant au-delà des 3 éléments demandés. Parfois, elle ajoutait une 4e étape, s'envoyer une lettre d'amour, comme elle l'aurait fait pour une amie chère traversant une période difficile. Un mois après avoir commencé ce rituel, Mathilde remarqua un changement subtil mais profond dans sa perception de la solitude. Les moments de silence n'étaient plus saturés d'absence, mais vibrants de présence, sa propre présence. Elle commençait à apprécier certains aspects de sa vie en solo, la liberté de choisir comment organiser son espace, quand sortir ou rester, quoi regarder ou lire sans compromis. Ce n'est pas que la douleur de la rupture avait miraculeusement disparu.
Elle ressentait encore des moments de manque intense, des soirées où le silence de l'appartement semblait l'engloutir. Mais ces moments ne définissaient plus la totalité de son expérience. Ils étaient devenus des vagues sur l'océan de sa vie, montant et descendant, plutôt qu'une inondation permanente. Un dimanche matin, alors qu'elle profitait tranquillement de son café sur son balcon, observant le balai des passants dans la rue en contrebas, elle réalisa quelque chose d'important. Elle n'était pas seule, elle était en solitude. La différence était subtile mais fondamentale. La solitude n'était plus un état subi, mais un espace choisi, un territoire à explorer et à habiter pleinement. Cette révélation l'incita à faire un pas qu'elle repoussait depuis des semaines, appeler son amie Camille pour un déjeuner. Leur amitié s'était distendue pendant sa relation avec Thomas, encore une conséquence de cette tendance qu'elle avait à mettre tous ses œufs dans le même panier émotionnel. Camille accepta avec enthousiasme, comme si elle n'attendait que cet appel. Leur déjeuner dans une petite brasserie de Montmartre fut l'un des moments les plus agréables que Mathilde avait vécu depuis longtemps. Elles parlèrent pendant des heures, rattrapant le temps perdu, riant de vieilles anecdotes et partageant leurs expériences récentes. À aucun moment Mathilde ne ressentit ce besoin désespéré de connexion qui avait caractérisé ses interactions sociales depuis sa rupture. Elle était présente, engagée, mais pas dans l'attente frénétique que l'autre comble son vide intérieur. Ce changement ne passa pas inaperçu. « Tu as l'air différente », remarqua Camille, en sirotant son café. « Plus légère, plus toi-même. » Mathilde sourit, réalisant que son amie avait mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. Elle retrouvait progressivement qui elle était avant Thomas, avant cette fusion relationnelle qui lui avait fait perdre ses contours propres. De retour chez elle, elle ajouta une nouvelle étape à son rituel matinal, se rappeler une qualité ou une force qu'elle possédait. Ce jour-là, elle écrivit « Ma résilience, ma capacité à recommencer ». Les semaines suivantes apportèrent d'autres changements. Elle recommença à prendre des cours de dessin, une passion qu'elle avait abandonnée pendant sa relation. Elle réarrangea son appartement, donnant ou vendant certains meubles qui appartenaient à leur vie pour créer un espace qui lui ressemblait vraiment. Elle commença même à explorer de nouveaux quartiers de Paris le week-end, s'offrant des rendez-vous avec elle-même dans des cafés ou des musées qu'elle n'avait jamais visités. Bien sûr, tout n'était pas rose. Certains jours, la pratique du rituel matinal semblait mécanique, vide de sens. D'autres fois, une vague de chagrin la submergeait sans prévenir, déclenchée par une chanson à la radio ou la vue d'un couple enlacé. Dans ces moments, elle s'autorisait à ressentir pleinement sa tristesse, sans jugement ni tentative d'évasion. Elle avait appris que ces émotions, aussi douloureuses soient-elles, n'étaient que des visiteuses temporaires, pas des résidentes permanentes de son être. Un aspect particulièrement transformateur de son rituel était la pratique de l'intention quotidienne. Ces intentions simples, « Aujourd'hui, je choisis d'être curieuse. Aujourd'hui, je choisis d'écouter mon corps. Aujourd'hui, je choisis de pratiquer la patience », créaient un fil conducteur qui donnait cohérence et direction à ses journées. Elles lui rappelaient qu'elle avait toujours le choix de son attitude face aux événements, même quand les circonstances échappaient à son contrôle. Savez-vous ce qui distingue véritablement ceux qui souffrent chroniquement de solitude de ceux qui vivent en paix avec eux-mêmes? Ce n'est pas l'absence de moments solitaires, mais la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec eux-mêmes. Les personnes qui ne se sentent jamais seules, même dans l'isolement physique, ont développé une amitié profonde avec leur être intérieur. Elles ont appris à apprécier leur propre compagnie, à nourrir un dialogue intérieur constructif plutôt que destructeur. C'est précisément ce que le rituel matinal de Mathilde lui permettait de cultiver progressivement, une relation authentique et bienveillante avec elle-même. Chaque matin, en s'accordant ces 10 minutes d'attention consciente, elle renforçait cette connexion intime qui est le véritable antidote à la solitude. 3 mois après avoir commencé son rituel, Mathilde vécut un moment qui cristallisa tous ces changements subtils. Un vendredi soir, alors qu'elle rentrait d'un vernissage où elle s'était rendue seule, une première, elle croisa Thomas dans leur ancien café favori. Son cœur s'accéléra, mais pas de la manière qu'elle aurait imaginé quelques mois plus tôt. Pas de panique, pas d'envie de fuir, juste une légère nervosité. Ils échangèrent quelques mots polis, des nouvelles de leur vie respective. Thomas semblait bien différent aussi d'une manière qu'elle n'arrivait pas tout à fait à définir. Peut-être avait-il entamé son propre voyage de transformation. Cette brève rencontre qui aurait pu être dévastatrice quelques mois plus tôt se déroula avec une simplicité presque banale. En rentrant chez elle ce soir-là, Mathilde réalisa qu'elle n'avait pas ressenti ce besoin désespéré de le reconquérir, cette sensation d'incomplétude qu'elle associait auparavant à son absence. Dans son journal, elle écrivit « J'ai revu Thomas aujourd'hui, j'ai survécu. Mieux, j'ai réalisé que je n'ai plus besoin de lui pour me sentir entière. »
Le lendemain matin, pendant son rituel, elle pleura. Non pas des larmes de tristesse ou de regret, mais des larmes de gratitude et de libération. Quelque chose se dénouait en elle, une tension qu'elle avait portée si longtemps qu'elle en avait oublié l'existence. C'était comme si elle déposait enfin un fardeau qu'elle n'avait plus besoin de porter. Ce jour-là, son intention fut « Aujourd'hui, je choisis d'embrasser ma complétude ». La transformation de Mathilde ne passa pas inaperçue dans son entourage. Ses collègues remarquèrent sa nouvelle assurance, sa présence plus affirmée dans les réunions. Sa famille nota qu'elle ne détournait plus la conversation quand on lui demandait comment elle allait vraiment. Même sa voisine, Madame Leroy, une octogénaire observatrice, lui fit un jour ce commentaire. « Vous avez changé, mademoiselle. Vous marchez différemment, comme si vous saviez où vous allez. » Cette remarque fit sourire Mathilde. Elle ne savait pas exactement où elle allait, mais elle savait qu'elle y allait en pleine conscience, présente à chaque pas du chemin. Un aspect particulièrement révélateur de sa transformation concernait sa façon d'aborder les relations. Auparavant, elle voyait les autres comme des solutions potentielles à sa solitude, des sauveurs qui pourraient combler son vide intérieur. Désormais, elle abordait les rencontres avec une curiosité ouverte plutôt qu'un besoin désespéré. Elle n'attendait plus des autres qu'ils la complètent ou la sauvent, mais plutôt qu'ils partagent un bout de chemin avec elle, chacun restant entier et autonome. Cette nouvelle attitude l'amena à élargir son cercle social d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle se lia d'amitié avec Marc, le libraire de son quartier, après plusieurs discussions passionnantes sur leurs auteurs préférés. Elle rejoignit un groupe de randonnée urbaine qui explorait les coins méconnus de Paris chaque dimanche. Elle renoua même avec d'anciennes amies qu'elle avait négligées pendant sa relation avec Thomas. Ces connexions n'étaient pas destinées à remplir un vide, mais à enrichir une vie déjà pleine. C'était peut-être là la différence la plus fondamentale. Mathilde ne fuyait plus la solitude. Elle l'avait intégrée comme une dimension précieuse de son existence, un espace de liberté et de créativité plutôt qu'une prison émotionnelle. 6 mois après avoir commencé son rituel matinal, Mathilde décida de le partager avec d'autres. Elle créa un petit groupe de pratique dans son quartier, invitant des personnes intéressées à se réunir une fois par semaine pour méditer ensemble et échanger sur leurs expériences. À sa grande surprise, une dizaine de personnes répondirent à son invitation, chacune portant sa propre histoire de solitude ou de déconnexion. Ces rencontres hebdomadaires devinrent rapidement un point d'ancrage dans sa semaine, un rappel que sa transformation personnelle pouvait aussi être une source d'inspiration pour d'autres. Elle n'était pas une experte, juste quelqu'un qui avait trouvé un chemin pour naviguer dans les eaux parfois troubles de l'existence humaine et qui souhaitait partager cette boussole avec d'autres voyageurs. Un soir, après une de ces réunions, alors qu'elle marchait le long de la Seine, Mathilde s'arrêta pour contempler les reflets des lumières de la ville dans l'eau. Paris avait toujours été belle, mais elle la voyait maintenant avec des yeux nouveaux, plus attentifs aux détails, aux jeux d'ombre et de lumière, aux expressions fugaces sur les visages des passants. Cette capacité d'émerveillement renouvelée était peut-être le cadeau le plus précieux de son rituel matinal. Elle sortit son journal et écrivit sous la lueur d'un réverbère « La solitude n'est pas l'absence des autres, c'est l'absence de soi. Retrouver sa propre présence, c'est ne plus jamais être seule, même dans les moments de plus grand isolement. » En refermant son carnet, elle sourit à cette vérité simple mais profonde qu'elle avait découverte au fil de ces mois. Le véritable antidote à la solitude n'était pas de s'entourer constamment d'autres personnes, mais d'apprendre à être pleinement présente à soi-même, à cultiver cette relation intime qui est le fondement de toutes les autres. Le rituel matinal de Mathilde avait commencé comme une bouée de sauvetage dans l'océan de sa solitude. Il était devenu une pratique d'amour propre, un acte quotidien de connexion avec son essence. Ces 10 minutes chaque matin lui avaient appris que la solitude n'était pas son ennemi, mais une alliée précieuse sur le chemin de la connaissance de soi. En rentrant chez elle ce soir-là, elle réalisa qu'elle n'avait pas pensé à Thomas depuis des semaines. Non pas qu'elle l'ait oublié ou que les souvenirs de leur relation aient perdu toute importance, mais ils avaient trouvé leur juste place dans le récit de sa vie, un chapitre significatif, mais pas toute l'histoire. Son appartement, autrefois rempli des fantômes de leur vie commune, était maintenant un sanctuaire de paix et d'expression personnelle. Chaque objet, chaque couleur, reflétait ses goûts et ses valeurs. C'était devenu un espace qui nourrissait son âme plutôt que de lui rappeler ce qu'elle avait perdu. Cette nuit-là, avant de s'endormir, elle se demanda comment serait sa vie dans 1 an, dans 5 ans. Pour la première fois depuis longtemps, cette question ne provoquait pas d'anxiété, mais plutôt une douce curiosité. L'avenir n'était plus un territoire menaçant, mais un horizon ouvert de possibilités. Vous savez, il y a une différence fondamentale entre être seul et se sentir seul.
On peut être physiquement entouré et se sentir profondément isolé, tout comme on peut être objectivement seul et se sentir parfaitement connecté à soi-même, à la nature, à quelque chose qui nous dépasse. Le rituel matinal que nous avons exploré ensemble aujourd'hui n'est pas une formule magique qui élimine la solitude de votre vie. C'est plutôt une pratique qui transforme votre relation avec cette solitude, qui vous aide à découvrir les trésors cachés dans ces espaces de silence et de recueillement. Ce que Mathilde a découvert au fil de son parcours, c'est que nous possédons tous en nous les ressources nécessaires pour ne plus jamais nous sentir véritablement seuls. Non pas parce que nous serions constamment entourés, mais parce que nous aurions développé cette présence à nous-mêmes qui est le véritable antidote à la solitude existentielle. Le rituel de 10 minutes que je vous ai présenté aujourd'hui peut sembler simple, presque trop simple pour avoir un impact profond, mais c'est précisément sa simplicité qui en fait la puissance. Il ne nécessite aucun équipement coûteux, aucune expertise particulière, juste votre engagement à vous accorder chaque matin ce moment de connexion authentique avec vous-même. Je vous invite à l'essayer pendant au moins 21 jours consécutifs. Pourquoi 21 ? Parce que c'est généralement le temps nécessaire pour qu'une pratique commence à s'ancrer véritablement dans votre quotidien, pour qu'elle devienne non plus un effort, mais une habitude nourrissante. Commencez demain matin. Réveillez-vous 10 minutes plus tôt que d'habitude. Trouvez un endroit calme dans votre maison. Asseyez-vous confortablement et suivez les 4 étapes que nous avons explorées. 3 minutes de respiration consciente, 3 minutes pour noter vos gratitudes, 2 minutes pour formuler votre intention du jour et 2 minutes de visualisation positive. Au début, comme Mathilde, vous pourriez trouver l'exercice difficile ou même vous demander si vous le faites correctement. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de façon parfaite de pratiquer ce rituel. L'essentiel est la qualité d'attention et de présence que vous y apportez. Après ces 21 jours, prenez un moment pour réfléchir à ce qui a changé dans votre perception de la solitude. Notez les subtiles transformations dans votre dialogue intérieur, dans votre façon d'aborder les moments de silence, dans la qualité de vos relations avec les autres. Peut-être découvrirez-vous, comme Mathilde, que la solitude n'est pas cette chose effrayante que vous pensiez, mais plutôt un espace sacré de reconnexion avec votre essence. Peut-être réaliserez-vous que vous n'avez jamais été vraiment seul, mais simplement déconnecté de cette présence intérieure qui est toujours là, attendant patiemment que vous tourniez votre attention vers elle. Je serais vraiment curieux de connaître vos expériences avec ce rituel. N'hésitez pas à partager vos découvertes dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà pratiqué quelque chose de similaire? Quels défis rencontrez-vous dans votre relation avec la solitude? Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire ce premier pas vers une relation transformée avec sa propre solitude. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager ce contenu avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Parfois, le simple fait de transmettre un outil comme celui-ci peut être un acte profond de connexion et de générosité. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais vraiment seul dans cette exploration. Des millions de personnes à travers le monde sont en train de redécouvrir, comme vous, cette vérité essentielle. Notre sentiment de complétude ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à cultiver une relation authentique et aimante avec nous-mêmes. Alors demain matin, quand votre réveil sonnera, accordez-vous ces 10 minutes précieuses. C'est peut-être le début d'un voyage qui transformera non seulement votre relation avec la solitude, mais aussi votre expérience entière de la vie. Car comme l'a découvert Mathilde, quand nous sommes véritablement présents à nous-mêmes, chaque moment, même les plus ordinaires, peut devenir une célébration de cette merveilleuse aventure qu'est l'existence humaine.